Bonjour à tous et bienvenue pour un entretien avec Jean-Yves Le Gallou. Comment allez-vous, Jean-Yves? Très bien, d'autant plus que je suis avec vous, Nicolas. On a beaucoup travaillé ensemble, on continue de travailler ensemble et je suis heureux d'être reçu sur votre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on est ici pour évoquer cet ouvrage, Mémoires identitaires, un ouvrage qui est imposant et très enrichissant. Je vous invite d'ores et déjà à consulter la description de cette vidéo. Vous aurez un lien pour vous procurer cet ouvrage. Jean-Yves, première question, pourquoi avoir écrit ces mémoires? Pour essayer d'éclairer ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années, d'éclairer comment le grand basculement a pu avoir lieu, comment le grand remplacement a pu avoir lieu, et donner un point de vue qui est un point de vue national, qui est un point de vue identitaire. Il y a d'autres points de vue qui peuvent s'exprimer. Il y a notamment François-Olivier Gisbert qui a écrit une longue histoire de la Ve République, vue du point de vue du système, c'est intéressant. Moi, j'apporte un autre éclairage, un éclairage identitaire, un éclairage national sur l'évolution des 60 dernières années. Et c'est pour dire les choses immédiatement, ce ne sont pas des mémoires personnelles, même si parfois on a quand même quelques bribes de votre vie. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que moi j'avoue que j'aurais aimé en plus avoir des informations sur votre vie. Je trouve que ça aurait été top, mais en même temps vous avez fait le choix, et c'est logique, hein, de faire des mémoires politiques. Pourquoi ne pas avoir fait d'ailleurs des mémoires plus personnelles? Je crois que ce qui est intéressant, c'est mon expérience politique, le regard que je peux avoir sur la vie politique. Ma vie personnelle, évidemment, est importante de mon point de vue et du point de vue de mes proches, mais elle n'a pas forcément un intérêt universel. Bon, j'ajoute que je suis plutôt pudique de tempérament, donc voilà, j'ai quand même évoqué certains aspects de ma vie personnelle, mais le sujet, c'est quand même, ce sont des mémoires politiques, oui. Oui, non, complètement. Nourries par des anecdotes personnelles, bien sûr. Notamment parce qu'il y a l'alpinisme que vous comparez d'ailleurs parfois à la politique un petit peu. Oui, alors j'ai un chapitre, effectivement, dans quelques pages qui sont consacrées à l'alpinisme, parce que je pense que c'est une bonne école, et notamment, j'aime assez bien comparer. Je pense que j'ai fait dans ma vie d'alpiniste pas mal de courses d'arêtes, où il faut essayer d'éviter de tomber du côté et de l'autre, et que dans la vie politique, j'ai aussi essayé, dans ma vie idéologique, j'ai essayé de faire aussi des courses d'arêtes, c'est-à-dire de rester sur le fil sans tomber d'un côté ou de l'autre, dans l'excès ou dans la soumission. Voilà. Donc j'aime bien la comparaison. J'aime bien aussi la comparaison entre, dans l'alpinisme, il arrive qu'on subisse des bombardements de pierres, dans la vie politique ou idéologique, des bombardements médiatiques, dont j'ai effectué une certaine comparaison. Le bombardement de pierre est très rapide, mais il peut vous tuer. Le bombardement médiatique dure un peu plus longtemps, mais il ne peut pas vous tuer. Il peut vous faire un peu de mal socialement, néanmoins. Il y a pour moi une ligne directrice dans toutes vos analyses politiques, même s'il y a évidemment bien plus de nuances que ça, mais c'est vraiment le manque de courage, notamment des gens de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que finalement ces mémoires, c'est pas en partie hein, un témoignage d'une forme de lâcheté de beaucoup de gens à droite, au centre ou même à gauche? Oui, alors absolument. Je cite beaucoup, et depuis de longues années, la phrase de Peggy: il est difficile de dire ce que l'on voit, et il est encore plus difficile de voir ce que l'on voit. Et je crois que c'est le problème principal des élites françaises et des gens de droite aussi, c'est d'accepter de dire ce qu'ils voient et de voir ce qu'ils voient. Oui, je dois dire que l'un des exemples que je cite, qui est à certains égards le plus consternant dans cet ouvrage, c'est une anecdote au Conseil régional d'Île-de-France, où nous proposons un amendement qui n'est pas bien méchant, mais qui peut plaire aux élus de la droite modérée RPR. Et il y a un élu RPR de l'époque, ce serait LR aujourd'hui, qui me dit: votre amendement, il est très bien, je voudrais bien le voter, je demande un scrutin public. Il y a un scrutin public et je ne retrouve pas son nom dans la liste de ceux qui ont voté l'amendement. Alors, comme dans toutes les assemblées, il y a une buvette, je le retrouve à la buvette, mais je lui dis: qu'est-ce qui s'est passé? Et il me répond: je n'ai pas compris.
je voulais un scrutin secret. Alors je lui dis, mais il n'y a pas de scrutin secret pour ce type de vote. Ah, il me dit, oui, c'est vrai, mais ne m'en veuillez pas, je suis lâche. Et ça, c'est le signe d'une société profondément décadente. Parce que au XVIIIe ou XIXe siècle, il y avait des gens qui ne savaient pas tirer à l'épée, qui se levaient à 5 heures du matin parce qu'ils avaient un duel et qu'ils auraient manqué à l'honneur s'ils avaient manqué le duel. Et ils se levaient au risque d'aller mourir. Et vous avez maintenant des gens dans les assemblées qui n'osent pas voter selon leurs convictions parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Ils ne risquent même pas leur vie. Ils risquent peut-être leur carrière ou leur représentation sociale, mais il ne reste pas leur vie. Il y a un manque. En l'occurrence, c'est pas du courage physique là, c'est du courage moral. Voilà. Et ça, c'est ce qui explique euh, la grande faiblesse de la France et de l'Europe contemporaine, c'est le manque de courage. Ouais, ouais, complètement. Quand on lit certaines anecdotes que vous rapportez, il y en a un paquet, on se rend compte vraiment que les gens savent, mais que, bah, effectivement, pour faire bonne figure, ils se taisent. Il y a plusieurs cas comme ça qui sont assez édifiants que vous listez dans cet ouvrage. Alors, c'est un peu désespérant parfois, mais en même temps, bah, on se dit que si on avait du courage, justement, si ce courage se généralisait, eh bien, pourrait y avoir une solution positive à cette crise profonde qu'on traverse. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'avoir en tête. Vous avez également fait enfin, votre vie de manière générale, votre vie politique, métapolitique aussi, c'est l'éloge de la combativité. Je prends par exemple cet exemple où vous avez combattu, alors ça c'est un peu plus tard dans le livre, mais le fait que votre avancement administratif était bloqué à cause de votre engagement politique et vous n'avez rien lâché jusqu'à obtenir finalement cet avancement. Alors c'est un grade spécifique, hein, vous m'épargnez, j'ai pas toutes les subtilités, mais ce que je note dans ces mémoires, c'est vraiment la combativité qui était la vôtre et enfin, je pense que c'est quand même admirable si vous voulez revenir un petit peu là-dessus. Si vous voulez, en l'occurrence, là, j'ai défendu objectivement à la fois mes intérêts et aussi mon honneur politique, parce que je n'avais pas accepté que mon engagement politique pénalise indûment ma carrière administrative, alors que j'aurais été dans n'importe quelle autre formation politique que le Front National. Au contraire, ça aurait été un accélérateur et non pas un retardateur. Donc, je ne l'ai pas accepté autant par principe que par intérêt. Et quand la situation est devenue telle que je n'avais pas d'autre solution que de me fâcher, et en l'occurrence de déposer un recours devant, en l'occurrence, le Conseil d'État, il y a un certain nombre de collègues, de bons camarades qui m'ont dit, mais tu ne devrais pas faire ça, tu vas être mal vu. Eh bien oui, je n'avais pas à accepter d'être mal vu et je n'avais pas à accepter de me soumettre. Et donc, j'ai engagé le contentieux que j'ai gagné à tout risque, mais je ne voulais pas céder, je ne voulais pas accepter, au-delà de mon cas personnel, que mon engagement politique, que l'engagement politique national soit pénalisé, alors qu'un engagement politique centriste ou de gauche ou d'extrême gauche aurait été plutôt valorisé, pénalisé. Et je l'ai dit souvent à beaucoup de camarades, d'amis qui pouvaient être persécutés dans leur vie administrative ou dans leur vie professionnelle dans l'entreprise, ne cédez pas, combattez, engagez des batailles, engagez des recours. Je n'ai malheureusement pas toujours été écouté. Il y a la tentation de céder et de plier. Moi, je crois qu'il ne faut jamais plier. Non, non, mais c'est vrai que c'est une anecdote qui peut paraître comme ça, un peu secondaire par rapport à la combativité générale de votre vie politique. Mais je trouvais que c'était admirable parce qu'effectivement, même pour quelque chose finalement bah, de secondaire, bah, vous aviez cet esprit combatif jusqu'au bout et qui donne un exemple parce que pour beaucoup de gens, bah, effectivement, professionnellement, ça peut être un handicap et on voit que quand on se donne les moyens, eh bien, on peut quand même avoir gain de cause. Donc ça m'a Je, semblé je intéressant. crois que beaucoup de gens, professionnellement, cèdent face aux attaques, n'osent pas combattre. Je cite dans le livre
ou peut-être dans le livre sur la diabolisation, peut-être pas dans ce livre-là, l'exemple du professeur Freyer, qui est le patron de la cancérologie de Lyon, qui a été attaqué par les médias et par des étudiants d'extrême gauche à la suite d'un cours qu'il avait fait. Et à l'époque, tous ses bons amis lui avaient proposé de plier, de s'effacer, de céder sa place. Il ne l'a pas fait, il a combattu et il est resté en place. Il l'a raconté d'ailleurs dans un livre. Et je crois que c'est un livre entier hein, qui raconte son combat face à la démobilisation et son combat victorieux parce qu'il n'a pas cédé. Alors qu'il aurait cédé, il aurait reconnu sa culpabilité, il aurait été piétiné. Oui, complètement. En plus, il n'y avait pas de culpabilité à la base, donc comme ça, tout est bien qui finit bien. Alors Jean-Yves, tout au long de cet ouvrage, vous parlez de ce grand basculement. Vous dites les dessous du grand basculement pour, comme sous-titre à ces mémoires identitaires. Et la bascule, en fait, on le comprend, c'est cette bascule de la société française que vous avez observée finalement dans votre vie avant d'être une vie militante, une vie étudiante, puisque c'était les années 60 et notamment 1968. Est-ce que pour vous, c'est vraiment cette date de 1968, la date de bascule pour la France? Ah oui, je crois. Alors après, on peut toujours remonter plus loin dans l'histoire. Hein. Avant 68, il y a eu 1945. Avant 1945, il y a eu 1914-1918, qui est le début de l'effondrement européen. Donc, on peut remonter plus loin. Mais jusqu'en 1968, la France est une société relativement traditionnelle, avec une certaine verticalité. Et tout cela s'effondre en 1968 dans la mesure où les élites cèdent devant ce qui est une révolution culturelle. Et vous savez quelle est la révolution? La différence entre la révolution culturelle chinoise euh, à l'époque de Mao Tse-tung et la révolution culturelle française de 1968, c'est que les Chinois sont revenus de la révolution culturelle, ils sont revenus à une société plus traditionnelle, malgré la rupture de la révolution culturelle, alors que nous, on continue notre révolution culturelle bien plus longtemps que les Chinois. Et d'ailleurs, vous voyez, le héros de mai 68, c'est M. Cohn-Bendit, qui est toujours omniprésent dans les radios et les télévisions françaises, bien qu'il il ait été compromis de ses propres aveux dans des affaires de pédophilie. Mais il est toujours là, omniprésent, donnant des leçons à la terre entière. Euh, il a conquis le pouvoir en 1968, ses idées ont conquis le pouvoir en 1968, et le wokisme est un prolongement de ce qu'on a pu connaître il y a donc maintenant près de 60 ans, et sur lequel les Chinois sont revenus. Alors pour mener cette bataille politique après finalement l'entrée dans le monde de la politique avec mai 68, parce qu'avant ça, je crois que c'est un peu le déclencheur pour vous, non? C'est ça? Ah oui, moi avant 1968, je suis un jeune homme très calme, très paisible, très modéré, qui veut réussir ses études, sortir dans un bon rang de Sciences Po, entraîner là, je suis très, très conforme. Et je deviens non conforme par refus, en quelque sorte, de la rébellion conformiste de 1968. Je le dis, le 1er mai 1968, je suis un jeune homme modéré. Un mois plus tard, je suis devenu, entre guillemets, un facho, sans avoir jamais changé de position, mais en ayant observé le délitement général. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est l'effondrement, la lâcheté des élites, qui disparaissent, qui se vautrent sous la table. À certains égards, le symbole pourrait être quand Pompidou rouvre la Sorbonne aux manifestants et donc cède en quelque sorte à ce que le général de Gaulle a appelé, avec son vocabulaire qui lui était propre, la chienlit. Ouais, c'est vrai que c'était une période qui était charnière pour beaucoup de monde, mais bon, malheureusement, ce sont les gens de gauche hein, qui ont gagné.
Et donc vous vous rapprochez de deux structures. Dans quel ordre exactement, puisqu'il y a le Club de l'Horloge et le Grèce, dans quel ordre vous êtes arrivé à ces deux structures? Alors, si vous voulez, moi, dans cette période-là, je suis en contact avec les gens du Grèce, et notamment par l'intermédiaire de mon ami Yvan Blot. Et le Grèce de l'époque, il attache de l'importance à deux données qui restent, à mon avis, tout à fait essentielles: l'hérédité, on est le produit de son héritage génétique, et l'héritage, on est le produit de son héritage culturel. C'est ce qui me structure dans ces périodes-là, et qui continue d'ailleurs de me structurer aujourd'hui. Et je crois que l'hérédité et l'héritage, c'est les deux données essentielles qu'il faut retrouver aujourd'hui, parce que c'est comme ça que nous prolongerons la grande aventure européenne. Ça, c'est le Grèce des années, on va dire, 70. Et puis, Je me permets, Jean-Yves, oui, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, le GRES, le Groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, c'est un mouvement de droite, hein, en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. un mouvement métapolitique qui n'est pas dans l'activité politique, qui est dans l'activité intellectuelle et Ouais, culturelle. intellectuel, oui, vraiment, c'était intellectuel avec des meetings universitaires, enfin, c'était vraiment quelque chose de très grande qualité. Qui a notamment traduit des ouvrages de scientifiques renommés américains, etc., etc. Il y a eu beaucoup de travaux sur Jensen, sur les différences de quotient intellectuel. Il y a eu des travaux, y compris des travaux un peu iconoclastes, comme le livre d'Hébert sur race et intelligence. Il y a eu aussi beaucoup de travaux plus culturels sur les différentes civilisations européennes, sur les Romains, sur les Grecs, sur les Celtes, sur les Germains. Et bien sûr, ils ont beaucoup contribué à faire connaître les travaux de l'immense Georges Dumézil sur les Indo-Européens. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle avant de revenir au Club de l'Horloge, sur le Grèce, vous dites à un moment du livre, à propos d'une intense campagne de diabolisation qui a frappé le Figaro Magazine, qui à l'époque était tenu par des gens du Grèce. Vraiment une très intense campagne de diabolisation qui a frappé ce média. Euh, Ce que vous dites à un moment, c'est super intéressant parce que cette histoire, évidemment, je la connaissais, hein, mais vous dites quelque chose qui m'a frappé, puisque en réalité, bah, tout le monde est surpris et choqué de l'intensité du feu ennemi. Il y a quand même beaucoup de gens au Grèce, et c'est pas pour juger quiconque, hein, parce que face à ça, fallait être costaud quand même, hein, qui se retrouvent à renier un petit peu ce qu'ils sont. Et vous avez un passage qui est quand même très intéressant. Vous écrivez. Comme dans une métropole bombardée, chacun évacue le cœur de ville. On essaie de minimiser ou d'occulter les travaux essentiels sur les différences biologiques, l'héritage civilisationnel des Indo-Européens et la malfaisance de l'Empire américain. Nous sommes entre mi-oubli et mi-déni. Un peu comme Saint Pierre rognant le Christ avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Pour moi, la pire scène de l'Évangile. Et donc, vous concluez, le Grèce des années 1980 mettra beaucoup d'eau tiers-mondiste dans le vieux vin gaulois. Mais ce que vous dites hein, quand même à la fin de ce passage, hein, les intuitions biologiques inégalitaires et identitaires des années 1970 étaient les plus pertinentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des avancées scientifiques qui montrent de manière extrêmement claire que ces intuitions-là du Grèce étaient les bonnes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, le Grèce face à ça, c'est pas renier, je dirais pas ça comme ça, c'est évidemment beaucoup plus complexe, mais malgré tout, c'est peut-être un regret que vous avez par rapport à cette période-là? Bah oui, un petit peu. Bah, si vous voulez, c'est un regret qui peut être aussi en forme d'autocritique, parce que j'ai été acteur de cette période-là. Il y avait les gens du Grèce, moi j'étais au Club de l'Horloge, on était quand même en relation les uns avec les autres, pas toujours d'accord. Mais la tendance générale a été, on évacue, je le dis, parce que je crois que c'est la bonne comparaison, on évacue le lieu bombardé. Et ça peut se comprendre, si vous voulez. Ça peut se comprendre. Je crois qu'avec le recul du temps, et le bombardement, malgré tout, n'étant que virtuel, je pense que ça a été une erreur et une perte de temps. Mais je le comprends. Vous êtes sous bombardement, vous cherchez à vous abriter, même si ce n'est qu'un bombardement médiatique. Et évidemment, ça n'est pas la même chose. Je pense qu'il y a trois types de bombardement. Il y a le bombardement médiatique que j'ai connu, il y a le bombardement de pierres en montagne que j'ai connu. Bon, évidemment, il y a le bombardement militaire qui est évidemment bien pire. Voilà. Bon. Mais la tendance générale, c'est quand même de s'abriter. Ouais, ouais. Et puis je me permets, Jean-Yves, mais c'est vrai que
comme vous le dites, c'était d'une intensité rare et enfin, c'était le premier réflexe. Aujourd'hui, peut-être qu'avec votre expérience, bon, bah, du coup, tout serait un petit peu différent. Mais à l'époque, bon, bah, c'est Ah ben, logique de. je crois qu'on n'avait pas l'expérience de la campagne de diabolisation. Moi, la première campagne de diabolisation que j'ai vécue, c'est la campagne Nouvelle Droite, donc de 1979, qui visait le Club de l'Horloge et le Grèce, suivi de l'exploitation scandaleuse de l'attentat de la rue Copernic un an plus tard, exploitation à la fois contre la Nouvelle Droite et d'ailleurs contre Giscard d'Estaing. Hein. C'est les premières campagnes de diabolisation, on manquait un peu de métier. Il y a eu d'ailleurs dans l'histoire européenne récente une campagne de diabolisation antérieure, mais qui était en Grande-Bretagne et qui a visé Enoch Powell, quand en 1968, et on retrouve cette date clé, il a prononcé son discours de Birmingham, où il a mis en cause, il a mis en évidence les dangers pour la Grande-Bretagne et au-delà de la Grande-Bretagne pour l'Europe de l'immigration extra-européenne et en particulier musulmane. Et lui-même, en 1968, Enoch Powell, tout intellectuel et homme politique brillant, tout homme ayant participé à une belle guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, a été diabolisé. La première campagne de diabolisation en Europe sur les thématiques identitaires, c'est Enoch Powell en 1968. Voilà. Après, on trouve effectivement la campagne Nouvelle Droite, on trouve ensuite les campagnes contre Jean-Marie Le Pen, mais c'est toujours la même technique. Je crois que la faiblesse des diabolisés, c'est de ne pas faire face avec suffisamment d'énergie face à la diabolisation et surtout de croire que s'ils sont diabolisés, c'est de leur faute, alors que ce n'est pas le diabolisé qui est responsable de la diabolisation, c'est le diabolisateur. Ouais. Alors, vous parliez du club de l'horloge. Pareil, quel rapide bilan de ce club, quand même, là encore, intellectuel, plus libéral, plus, on va dire, plus politique aussi peut-être, avec des énarques, beaucoup, dont vous faisiez partie, vous êtes énarque vous aussi. Quel bilan du club de l'horloge? Ben, si vous voulez, le club de l'horloge, il avait pour objectif d'exercer, d'être un club de réflexion et d'influence sur la droite de l'échiquier politique. La difficulté du club de l'horloge, c'est qu'il voulait tirer vers la droite la classe politique, à l'époque RPR-UDF, on dirait aujourd'hui LR, centriste, bon, à une époque où le tropisme des médias tirait vers la gauche. C'est-à-dire que nous essayions d'emmener vers la droite des gens qui étaient tirés notamment par le tropisme des médias vers la gauche. Je prends un exemple, des hommes qui étaient réputés comme étant de la droite chiracienne. À partir des années 80, je peux penser à Jacques Toubon, par exemple, ou d'autres, étaient attirés par Libération. Ils voulaient quand même avoir de bons papiers dans Libération. Voilà. Et donc, nous essayions de tirer vers la droite, alors que le tropisme général, sous l'influence des médias, sous l'influence de la doxa dominante, tirait vers la gauche. Donc, ça a été extrêmement difficile et ça s'est traduit par une évolution à partir de 1985, quand on a essayé d'être partisan de l'union des droites en associant des gens du Front National et des gens des partis classiques, ce qui était possible dans des colloques, mais qui était de moins en moins possible dans des assemblées politiques, voire impossible dans des assemblées politiques. Et donc justement, vous avez fait, vous Jean-Yves, le choix du Front National à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement pourquoi vous avez fait ce choix à ce moment-là? Et puis bon, il y a eu beaucoup d'aventures, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur toutes, mais votre regard quand même global sur votre aventure politique au FN. Alors, si vous voulez, il y a deux raisons qui m'ont poussé à... Il y a même deux raisons que je pourrais résumer en une. C'est que je n'avais pas confiance dans la capacité
de la droite classique, qu'on appelle la droite gouvernementale, la droite républicaine, qu'on l'appelle comme on veut, qui est en voie de disparition aujourd'hui d'ailleurs, je n'avais pas confiance dans cette droite pour mener les politiques qui me paraissaient nécessaires. Et pour deux raisons. En 1983-84, j'avais, avec quelques amis, entrepris de fédérer les élus municipaux à la culture pour développer des politiques culturelles de droite pour le théâtre, pour les bibliothèques, pour les activités culturelles diverses. Et donc, j'avais tenté de fédérer les gens dans les municipalités qui pouvaient avoir cette sensibilité-là. Et cette opération a été cassée, brisée par l'appareil du RPR. Et ça m'a beaucoup ébranlé. Là-dessus, j'ai publié en 1985 l'ouvrage La préférence nationale, réponse à l'immigration, qui est un panorama. C'est un livre qui, malheureusement, 40 ans plus tard, n'a pas vieilli. Les chiffres, malheureusement, sont dépassés, mais pour le reste, le raisonnement reste totalement valable. Et le chapitre que j'ai écrit sur l'islam, il est totalement validé aujourd'hui, par exemple. Et donc, après avoir écrit ce livre, je vais rencontrer Alain Peyrefitte, qui est une sommité de l'époque, ancien ministre du général de Gaulle, ancien ministre de la Recherche du général de Gaulle, président du comité éditorial du Figaro, académicien français, c'est une sommité. Je vais le voir, il me reçoit longuement. Longuement, je lui dis voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qui me paraît nécessaire. Voilà, je lui développe mon analyse. Et il la reprend point par point. Et il conclut vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que nous ne ferons pas. Nous ne ferons pas parce que les centristes ne voudront pas, parce que Madame Veil ne voudra pas, parce que le climat ne le permettra pas. Et il me dit cette phrase, c'est comme en amour, c'est une affaire de circonstances, et là, les circonstances ne le permettront pas. Et donc, écoutant cela, je me dis, bah, il n'y a pas d'autre issue que de renforcer le Front National et de faire en sorte qu'il pèse sur le débat de manière suffisante pour que ces gens-là soient obligés de faire ce qui est nécessaire. Et je prends à ce moment-là contact avec Jean-Marie Le Pen par intermédiaire de deux de ses amis à mi-chemin de la droite classique et de la droite moins classique, Alain Griottret et Jean-Baptiste Biaggi. Et donc là, vous arrivez au Front National. Donc on a dans ce livre énormément de moments de vie politique au sein de ce parti, avec beaucoup de travail, beaucoup de combats politiques. Vient ensuite, bien sûr, comment ne pas évoquer ce sujet-là, la scission entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen avec la création du MNR. D'ailleurs, vous y consacrez de nombreuses pages. Je me demande si ce n'est pas l'un des chapitres les plus fournis. En tout cas, il y a ce moment-là et cette rupture. Comment vous l'expliquez, comment vous la justifiez, et puis aujourd'hui, comment vous la vivez? Bah, écoutez, d'abord, je pense qu'elle est assez largement le produit de la fatalité. Il se développe progressivement, le Front National se développe. Il développe un appareil militant, un appareil municipal, et à terme, il apparaît un peu un conflit de légitimité entre une légitimité monarchique autour de Jean-Marie Le Pen et une légitimité, on pourrait dire, démocratique autour de l'appareil et de l'enracinement local. Là-dessus apparaît, c'est important par rapport au contexte actuel, donc il y a un conflit qui couve en fait, qui couve entre ces deux légitimités, et il y a un conflit potentiel entre Le Pen et son numéro 2, Le Pen ayant toujours tué ses numéros 2 d'ailleurs, ce qui est peut-être de la sagesse politique au demeurant. Voilà, donc je ne lui en fais pas le reproche posthume. Là-dessus, il y a un déclencheur, et ça, il faut quand même s'en souvenir parce qu'on est dans l'actualité. Il y a un déclencheur qui est une décision de justice déclarant Jean-Marie Le Pen inéligible pour une affaire tout à fait dérisoire, un vague affrontement à Mantes-la-Jolie, dont il n'est d'ailleurs pas le responsable. Il est déclaré inéligible
Et c'est ce qui va servir de déclencheur, ce qui va être le déclencheur du conflit, parce que paradoxalement, il s'applique à lui-même l'exécution provisoire. Il n'y a pas d'exécution provisoire, mais il dit, si je suis inéligible, eh bien à ce moment-là, ce sera ma femme Jeannie qui sera candidate, et ça déclenche le conflit avec son numéro 2, Bruno Maigret. C'est en quelque sorte, c'est une conséquence d'une décision de justice. Voilà, une décision de justice avec ce paradoxe que lui-même anticipe l'exécution. Voilà, c'est le déclencheur. Donc il y a des raisons de fond, il y a des raisons conjoncturelles, et c'est la vie. La vie politique, de toute façon, est inséparable du conflit. Et donc, bon, la scission ne prend pas, comme quoi c'est compliqué de se passer du RN et des Le Pen. Et cette scission qui est donc un échec, vous êtes quand même dans le camp Maigret. Quel regard portez-vous rapidement sur cette scission? Est-ce que c'était un échec évident, inéluctable? Alors, Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises? Voilà. non, je crois, si vous voulez, que fondamentalement, le résultat aurait peut-être été différent avec des techniques nouvelles. À l'époque, on n'avait pas Internet, ou Internet était marginal, on n'avait pas les réseaux sociaux, on a fait, entre guillemets, on a livré la bataille avec les fax. Je ne sais pas si vos spectateurs savent ce que c'est que le fax. Enfin, c'était en gros une photocopie qu'on pouvait envoyer ailleurs. Voilà. Mais des moyens dérisoires. Voilà. Et donc, et à l'époque aussi, il n'y avait pas de médias alternatifs. Il n'y avait même pas de télévision en continu. Et donc, Maigret n'a eu aucun accès médiatique, alors que Le Pen, évidemment, bénéficiait à la fois de son aura, de son côté charismatique et du souvenir médiatique qu'il avait. Il avait Maigret n'avait aucun média, Le Pen en avait un peu, mais surtout, il y avait le poids de l'inertie, de la notoriété plus grande de Le Pen que de Maigret. Je pense qu'avec des techniques actuelles, le résultat aurait peut-être été différent. Mais enfin, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais de toute façon, ça c'est... Mais je pense que c'est important de raconter ça parce que des moyens qui nous paraissent évidents, comme les télévisions en continu, les médias de transition, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, ça n'existait pas au sens politique du terme, ça existait marginalement, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une grosse nouveauté quand même qui est plutôt positive. Ah, qui est globalement positive, bien entendu. Globalement, très positive. C'est pas pour rien que nos adversaires sont hostiles. Ah bah exactement, tout à fait. Bon alors Jean-Yves, cet ouvrage, il est massif, il témoigne d'une vie qui est remplie de réalisations diverses, avec toujours quand même un entrain assez extraordinaire et qu'on retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. La question que je me suis posée à la lecture de cet ouvrage où on voit vraiment une vie extrêmement remplie et riche, quel est votre secret Jean-Yves pour cette énergie, pour cette combativité qui n'est jamais prise en défaut? Bah, ne pas céder, ne pas plier. Puis il y a une certaine. Moi, j'ai un certain enthousiasme dans la bataille. Livrer bataille, c'est toujours enthousiasmant, même si on veut pas toujours gagner. Mais ouais, il faut avoir un bon appétit dans la bataille. Ah, parce que franchement, c'est assez costaud, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnalités politiques qui, depuis autant d'années, sont toujours autant au maximum parce que vous êtes toujours actifs. Donc il y a deux champs dans votre engagement, l'engagement politique pur, l'engagement métapolitique. Ça, c'est l'étape après cette scission. Donc avec notamment... bon, alors je vais citer tout ça en vrac et dans le désordre historique, mais Polémia, TV Liberté, avec l'émission Immédiat qu'on a animée ensemble, les Bobards d'Or, enfin bref, il y a plein d'initiatives comme ça. Vous êtes de toutes les manifestations... Comment? L'Iliade. Oui, bien sûr, l'Institut Iliade, évidemment, bien sûr.
Donc vous êtes de toutes les manifestations, de tous les rassemblements d'ailleurs où vous pouvez être. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse activité. C'est peut-être l'alpinisme, hein, c'est peut-être la vie sportive aussi hein, qui vous. Ah, je pense que, bah, si vous voulez, l'avantage de l'alpinisme, c'est que ça amène à relativiser les choses. Il suffit d'avoir vécu une fois une course sous l'orage, avec des mauvaises conditions et tout. Bon, bah, ça permet de prendre des choses avec un peu plus de tranquillité, voilà, de relativiser. Moi, j'ai toujours un bombardement médiatique, je reprends la comparaison avec laquelle on a commencé l'émission, un bombardement médiatique à côté d'un bombardement de pierre, bon, ouais, ça va, quoi. Ouais. Alors, on a parlé du métapolitique. Très rapidement, en quelques mots, pourquoi vous avez choisi de privilégier cette voie métapolitique après le combat politique? Est-ce que c'était un constat d'échec par rapport à l'électoralisme? Pourquoi vous avez choisi cette voie-là? Ah, écoutez, je crois que la métapolitique et la politique, c'est les deux jambes. On a besoin des deux jambes. Je pense d'ailleurs que le combat politique, quand il est bien mené, doit aussi contribuer au combat métapolitique. Et qu'un parti politique, il doit contribuer, il ne doit pas seulement suivre l'opinion ou ses électeurs, suivre l'opinion telle qu'elle est façonnée d'ailleurs par les médias, il doit aussi porter un discours métapolitique. Voilà. Et je pense que c'est dommage que certains partis politiques, ça peut être le cas par le passé du RPR ou de l'UDF, ça peut être parfois le cas aujourd'hui du Rassemblement national, ne portent pas le combat politique, ne portent pas le combat métapolitique, le combat d'idées. J'entends bien que quand on est candidat à des élections, il faut aussi tenir compte de l'opinion générale, ça je comprends ça, le combat politique et le combat métapolitique sont différents, mais je crois qu'on ne peut pas, que c'est dommage quand le combat politique oublie complètement le combat d'idées, parce qu'à ce moment-là, il ne se prépare pas à la victoire, il se prépare à la soumission. Ouais, ouais, et d'autant que le RN a une responsabilité folle au niveau même métapolitique, parce qu'il y a des millions et des millions de Français qui n'entendront un discours politique que à l'occasion de l'élection présidentielle ou une très grosse élection avec un discours de Marine Le Pen. Et en fait, c'est le seul moment où, en tant que défenseur de la France, de la grande civilisation européenne, etc., on a la possibilité de toucher ces gens et de justement distiller. Alors évidemment, il ne faut pas y aller à grands coups de marteau, hein, mais de distiller quand même un message qui puisse quand même influencer la société à un niveau ou à un autre. Et je trouve que c'est dommage que le RN ne fasse pas parfois le service minimum, même si bah, on espère que ça va changer et puis que cette élection va permettre d'aborder ces questions-là. Justement, Jean-Yves, sur la distinction politique-métapolitique, quelle forme de combat vous a le plus plu? Parce que vous avez fait les deux, hein, de belle manière à chaque fois. Quelle est la forme de combat qui vous plaît le plus? Bah, écoutez, moi j'ai bien aimé les deux. J'ai bien aimé la politique, le terrain, le contact avec les gens. Et donc j'ai mis un certain temps en quelque sorte à m'en remettre hein, quand j'ai arrêté. Et je pense que le combat métapolitique, il doit aussi s'accompagner d'un certain combat de terrain et je me suis toujours efforcé, enfin non, je ne me suis pas efforcé parce que j'ai fait avec plaisir, de soutenir les initiatives, on peut dire, d'activisme identitaire ou d'activisme. J'étais très content de participer aux Manifs pour tous il y a une dizaine d'années et j'ai toujours soutenu ceux qui étaient persécutés pour les engagements et les actions qu'ils avaient menées à ces occasions-là. Alors, petite question rapide, toute une petite série de questions à vous poser, mais vous pouvez y répondre quand même plus largement, il n'y a pas de problème. Euh, Votre plus grande fierté politique, Jean-Yves? La plus grande fierté politique, bah, c'est d'avoir discerné très tôt l'importance de la question de l'immigration et de n'avoir jamais dévié sur cette question et d'avoir toujours considéré ces éléments essentiels
notamment en termes ethniques, en termes culturels, en termes civilisationnels. Bah, c'est une fierté dont vous pouvez effectivement vous enorgueillir parce que il n'y a pas grand monde qui niera votre constance et votre combativité, notamment sur ce sujet. Il y en a d'autres, mais effectivement sur cette question migratoire, vous avez été largement précurseur. Euh, Évidemment, qui dit plus grande fierté dit aussi plus grand regret. Quel est votre plus grand regret de votre vie politique ou métapolitique? Bah, mon plus grand regret, c'est que la situation continue de se dégrader. Ah, mais dans ce que vous avez fait, Ah bah, dans des choses que vous avez... dans ce que j'ai fait, heu, j'ai pas de regret parce que, si vous voulez, je pourrais vous dire à propos de la scission: «Cri de grosse malheur», mais, elle était inscrite dans la c'était une forme de fatalité. Donc je n'en ai pas le regret. Par contre, évidemment, elle n'a pas produit, de résultats positifs et alors là, mon plus grand regret effectivement, peut-être en relation avec, cette scission, c'est que cela a fait perdre, pas la scission, mais effectivement la division, hein. Parce que moi, je n'ai pas quitté le Front national, j'en ai été exclu à l'époque, mais la division a probablement fait perdre 20 ans, non pas dans la conquête du pouvoir d'État, mais dans l'implantation territoriale. Et donc, mon grand regret, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage d'implantation territoriale. Et quand je dis implantation territoriale, c'est pas seulement une mairie où on ne fait rien, c'est une mairie où on fait quelque chose. On met en œuvre, non pas tout le programme, mais une partie du programme. Donc, mon grand regret, c'est peut-être ça. Et qu'est-ce que vous auriez fait différemment dans votre vie politique, maintenant que vous avez écrit ces mémoires et que vous avez bien réfléchi, j'imagine, à tout ça? À quel moment vous auriez fait une chose différente? Euh, Parmi les grands choix, je ne crois pas que j'aurais fait de choses différentes. Je ne regrette ni d'avoir rejoint le Front national à l'époque, parce que je crois que rien n'était possible. D'ailleurs, l'histoire l'a montré du côté du RPR et de l'UDF. Pour ce qui était la scission, je crois que ça a été une logique dans laquelle tout le monde a été emporté. J'aurais pu, je pourrais imaginer une vie totalement différente qui aurait été d'essayer de prendre une ville et de la garder et de la transformer. C'est très rare, c'est très difficile et d'avoir non pas une action euh, nationale, mais d'avoir sur un territoire donné une marque sur le territoire. Et quand vous visitez des villes, euh, vous voyez des villes, la majorité des villes ont eu des gestions désastreuses en termes de population, en termes d'urbanisme. Vous avez quelques exceptions, et derrière ces exceptions, il y a des hommes qui se sont investis intelligemment et courageusement. Ça aurait pu être une autre vie. Voilà, il est évidemment trop tard maintenant, mais je n'ai pas de regret. C'est autre chose. Très intéressant, super intéressant. Pareil, dans votre expérience, l'homme ou la femme politique qui vous a le plus impressionné? L'homme ou la femme politique qui est plus, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen. Ok, oui. Et tiens, c'est marrant ça, et de gauche, avec qui vous aviez des bons rapports malgré tout, qui était quand même intelligent, etc. À gauche, vous avez des exemples? Alors, j'ai eu de très bons rapports à gauche, mais il ne m'a pas impressionné. J'ai eu de très bons rapports à gauche avec le président du Conseil régional d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Qui est un homme de gauche tout à fait convaincu, dont le fils est un militant des fake news, donc vous voyez le genre, mais j'ai eu d'assez bonnes relations humaines avec lui. Voilà. Oui, j'ai eu parfois de bonnes relations humaines avec des hommes et des femmes de gauche. Je me souviens, alors c'est très ancien, en 1992,
un député socialiste, conseiller régional, qui avait été directeur d'un établissement scolaire. Donc, vous voyez, la gauche, socialiste, franc-maçonne, éducation nationale, élu de Sartrouville, et qui, au moment de quitter son mandat, me dit, c'est le dernier échange que j'ai avec lui, finalement, je crois que c'est vous qui avez raison. Ah C'était en ouais, 1992. ok, ah oui, effectivement. Bon, bah c'est une bonne, enfin, c'est une bonne conclusion finalement parce que oui, cet homme-là avait vu juste. Finalement, c'est bien les gens qui ont compris qu'il y avait un problème avec l'immigration et qu'il fallait peut-être faire quelque chose de positif sur l'identité qui avaient raison. Mais ouais, l'échange a dû renforcer votre combativité aussi. Peut-être une petite question people, on va dire, mais toujours politique. Vous en avez un petit peu parlé dans ce livre, mais est-ce que vous êtes réconcilié aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez été réconcilié avec Jean-Marie Le Pen ou pas? Et est-ce que vous êtes réconcilié aujourd'hui avec Marine Le Pen? Bah, écoutez, non, la dernière, je dois dire, le dernier échange indirect que j'ai eu avec Marine Le Pen, c'est il y a 1 an et demi, quand elle a été interrogée sur l'AfD, le parti identitaire allemand, dont elle était l'alliée au Parlement européen, et on lui a dit l'AfD a pris position pour la remigration, qu'en pensez-vous? Et elle a dit la remigration, ça n'a rien à voir avec le Rassemblement national. On n'en parle plus depuis le départ de Le Gallou. Donc voilà, c'est le dernier échange, si je puis dire. Par contre, ça ne m'a pas empêché de dénoncer le traitement dont elle a été l'objet de la part de la justice. Mais objectivement, mon dernier échange direct avec Marine Le Pen va remonter maintenant à une dizaine d'années. Et j'ai d'ailleurs été surpris qu'elle me cite dans cette affaire, dans la mesure où quand j'étais au Front National, on ne parlait pas d'ailleurs de remigration, on parlait d'inversion des flux migratoires, ce qui est un peu la même chose, mais en formule technocratique, la remigration, c'est mieux. Très bien. Et vous avez été, ouais, vous êtes réconcilié quand même avec Jean-Marie Le Pen. Vous aviez Ah oui, tout à fait, oui. Je me suis réconcilié avec Jean-Marie Le Pen. Je l'ai revu assez peu, mais je l'ai revu à partir des années 2010. Et puis, il faut dire que à la fin, je ne le voyais plus, malheureusement, c'est ce qui arrive avec l'avancée en âge, je ne le voyais plus qu'aux enterrements. Donc, la dernière fois que j'ai dû le voir et parler un peu avec lui, c'est à l'enterrement de Jean Raspail et à celui de Roger Hollande. Ok. Je suis allé à son enterrement, évidemment. Mais Alors pour finir sur une note quand même positive, votre motif d'espoir pour le futur? mon motif d'espoir pour le futur, c'est la prise de conscience des nouvelles générations. Et la prise de conscience de l'aspect ethnique et culturel de la bataille. Voilà. Ça, alors, est-ce que ça concerne toute la nouvelle génération? Sans doute pas, mais je pense que ça concerne euh, une partie de la nouvelle génération, celle qui de fait va se trouver en première ligne de front dans les cités, dans les quartiers, et dont un certain nombre vont refuser la soumission et vont basculer dans la résistance, et aussi une partie peut-être plus bourgeoise, plus éclairé, mais qui prend conscience des choses. Moi, j'assure régulièrement des formations à l'Institut de formation politique. Euh, en 15 ans, j'ai vu considérablement évoluer les gens qui arrivent. Il y a donc une prise de conscience. Et je crois qu'il y a, chez les plus éveillés, mais c'est les plus éveillés qui comptent, de la nouvelle génération, la conscience qu'il va falloir agir pour ne pas devenir minoritaire, européen minoritaire sur le sol européen, et que si on devient minoritaire européen sur le sol européen, alors il faut s'organiser, se communautariser. Ça, je crois qu'il y a un élément tout à fait positif de prise de conscience. Le problème, c'est que la prise de conscience est tardive et que pendant que un certain nombre de gens et de jeunes prennent conscience,
le grand remplacement démographique et même le grand remplacement électoral, il continue. Alors, pour terminer cet entretien, Jean-Yves, on va parler du futur. Alors, c'est très amusant parce que dans votre conclusion, alors je ne vais pas divulgacher pour les gens qui regardent la vidéo, mais vous dites, voilà, il y a plein de gens qui auraient aimé vivre plutôt à une époque passée, etc. Moi, je préférerais vivre dans le futur, j'aimerais vivre en 2100 pour voir... Oui, j'aimerais revenir en 2080 ou 2100 pour voir, parce que je ne sais pas ce que ça va devenir, mais j'aimerais vraiment, j'aimerais voir. Bon. Bah, non, mais je suis totalement d'accord avec vous, moi, j'ai exactement Mais la vous, même... 2080 ou 2100, vous avez des chances de voir. Oui, 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 peut-être, peut-être. Moi, C'est il pas faut que dit, je mais... revienne pour les voir. Mais en tout cas, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Et la question que je vous pose, c'est la suivante. Comment aimeriez-vous que les patriotes français, européens, vivant en 2100, se souviennent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous et de votre exemple? Parce que j'en Bah, suis certain, vous écoutez, serez un exemple pour eux. s'ils se souviennent de moi, c'est que les Européens auront survécu. Donc, ce sera très satisfaisant en soi. Et est-ce que voudriez qu'ils gardent quelque chose de vous particulièrement? Je suis un chaînon dans la longue lignée des Européens. Un chaînon particulièrement solide, particulièrement combatif, Jean-Yves. Dans cet ouvrage, on s'en rend compte, pour ceux qui en doutaient. Vraiment un ouvrage essentiel que je vous invite à acheter chez Via Romana. Vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est extrêmement enrichissant. On a une part d'histoire de France qui est dévoilée, décryptée à travers l'expérience de Jean-Yves Le Gallou. Donc vraiment un excellent ouvrage. Merci Jean-Yves pour cet entretien. Et puis rendez-vous vers le futur, hein. Rendez-vous vers le futur, absolument. Merci, Nicolas.